M. Freddy David Loukasso, qui vient nous visiter ici au Café Numérique à Surprise Tropicale. Pour Monsieur le conseiller à la présidence en matière de PTNTIC, l'État met en place les incitatifs de facilitation. C'est très important. On ne demande pas juste aux gens de venir et investir, mais l'État, le chef de l'État va recommander à ses collaborateurs d'être innovants pour attirer des investisseurs, donc des de partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans notre programme. Ce soir, nous sommes au Café Numérique. Nous allons parler, la RDC a besoin des infrastructures pour se développer. Et là, nous avons notre invité spécial, monsieur le conseiller principal poste télécommunications et PTNTIC à la présidence de la République, monsieur Freddy David Loukasso, qui vient nous visiter ici au Café Numérique à Surprise Tropicale. Pour la modération, nous avons M. Idriss Mangaya, qui est cofondateur de Lumumba Lab. Et depuis Abidjan, parce que vous nous suivez aussi à Abidjan, nous saluons Philippe Kaiser, membre aussi de L Lab. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Idriss Mangaya pour nous expliquer le déroulé de notre activité de ce soir. Donc, je vais devoir me lever pour que vous sachiez qui je suis. Ok, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Saforien, on vous reçoit ici à Surprise Tropicale pour le café numérique sans sucre. On a précisé sans sucre, pourquoi? Parce que c'est une nouvelle façon de faire. C'est le café qu'il faut avoir avec sa vraie saveur, pas de sucre. Donc, sentez-vous décontracté. On va nous lancer dans notre thème avec notre illustre invité et intervenant, monsieur le conseiller à la présidence en matière de PTNTIC. Vous nous suivez de partout, Paris, Abidjan, Bamako, de Lukula, de Banzangungu, de Tchela, Mwanda, de Soyo. Vous nous suivez de Lualaba, Kolwezi. Vous nous suivez partout, à Kinshasa, Lemba, Daba. Vous nous suivez à la Gombe. Nous sommes au Café Numérique. Et là, nous allons parler. La RDC a besoin des infrastructures pour se développer. Nous avons ici un des collaborateurs, proche collaborateur de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que l'entrepreneuriat dans le secteur du PTNTIC puisse avancer. C'est la raison pour laquelle nous avons à voir la pensée de son proche collaborateur, M. Freddy David Loukasso, avec qui nous allons échanger. D'accord, merci bien. Je suis très honoré d'avoir été invité et de partager ce moment avec vous et de pouvoir expliquer et décliner avec vous la vision du chef de l'État pour ce domaine qui se veut être un pilier pour le développement de notre pays. Donc c'est un domaine qui doit servir de levier de développement pour le pays. Souvent on le dit, mais sans pour autant savoir comment est-ce que ça peut servir de levier. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt nous attarder sur les infrastructures et je vais plutôt expliquer pourquoi les infrastructures et quelle est la vision du chef de l'État dans ce domaine-là. Souvent, vous avez entendu le chef de l'État, dans plusieurs de ses discours, parler du fait qu'il veut faire du numérique un levier de développement, un levier de progrès social. Ce levier de progrès social et de développement passe, comme souvent les gens le disent, par la numérisation à outrance et la dématérialisation de nos institutions. Comment procéder à une numérisation? Comment procéder à une dématérialisation? Comment emmener ce genre de changement si les infrastructures sont quasi inexistantes? Donc, les infrastructures deviennent la base du développement du numérique.
Voilà pourquoi aujourd'hui, on va essayer de s'attarder un peu sur les infrastructures pour qu'ensemble, on puisse comprendre l'importance que peut jouer cet élément. La RDC est le seul pays au monde à avoir 9 voisins. Nous avons 9 voisins. Donc, nous avons la possibilité de connecter 9 pays qui peuvent nous utiliser comme point de passage. Et la RDC, de par sa position géographique, est le seul pays qui peut, dans le domaine du numérique, des infrastructures numériques, de relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Donc, le trafic qui peut partir de l'Australie vers le Brésil peut, si nous faisons bien les choses, passer par la RDC. C'est-à-dire devenir ce point qui relie l'Est de l'Afrique à l'ouest de l'Afrique par l'océan Atlantique, le Cap, ça veut dire au sud de l'Afrique, vers le nord de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a un engorgement qui se fait au niveau du canal de Suez et la RDC doit se positionner comme étant la solution pour cela. Donc, si nous partons de l'Est de notre pays, nous avons des câbles qui viennent au niveau de l'océan Indien, que si nous faisons le maillage complet de notre pays, le câble pourra partir de Goma et sortir vers Mwanda et permettre à ce que le trafic qui entre par Mombasa, le trafic de l'Asie, de l'Australie, qui va vers le Brésil, puisse avoir comme voie alternative la RDC. De la même manière qu'un trafic qui part de la Zambie vers le Cameroun, plutôt que de passer par l'océan, soit Indien ou Atlantique, puisse transiter par la RDC. Mais pour que tout cela soit possible, il va falloir mailler le pays. Aujourd'hui, nous n'avons à peine que 3000, nous avons moins de 5000 km de fibre optique. Comment parler du numérique si nous n'avons pas d'infrastructure? Parler du numérique sans parler d'infrastructure, c'est comme parler d'emmener des usines de fabrication, de montage de véhicules sans penser à créer des autoroutes. À un moment donné, il y aura un engorgement. Et il y aura des embouteillages, on ne saura plus circuler. Donc il est important, au niveau de la présidence, la déclinaison de la vision du chef de l'État s'est traduite lors du forum du IDRC, qui a fait que, pour faire une parenthèse assez rapide, c'est que la vision vient du chef de l'État. Le chef de l'État donne sa vision, son cabinet dont nous faisons partie prend la vision du chef de l'État, décline la vision du chef de l'État pour l'exposer à l'exécutif, qui est le gouvernement, et l'exécutif transforme la vision du chef de l'État en projets, mais des projets qui sont alignés à la vision du chef de l'État. Donc tous les projets que le gouvernement fait, c'est des projets qui sont alignés et doivent être alignés à la vision du chef de l'État. C'est ainsi que l'an passé, le ministre des PT-Antiques, qui est en charge des PT-Antiques, a lancé le forum sur le IDRC, qui est un forum où il a décliné sa vision sur comment mailler le pays. La RDC a comme avantage d'avoir une autoroute naturellement tracée. Ce sont nos fleuves, c'est notre fleuve ainsi que ses affluents. Ce sont des autoroutes. En utilisant juste le fleuve et les affluents, nous pouvons avoir 27 000 km de fibres. Le besoin pour mailler l'ensemble du pays, c'est 54 000 km de fibres, d'après l'analyse qui a été faite par le Premier ministre. Mais comment arriver à faire ce maillage assez rapidement? Cela, de l'analyse qui a été faite par le ministre, c'est un besoin approximativement de 5 milliards de dollars qu'il va falloir que l'État puisse mettre. Mais nous ne devons pas nous leurrer. Jusqu'à ce jour, même dans les grandes entreprises, les technologies de l'information sont considérées comme étant une dépense. Une dépense avec laquelle il faut vivre. Même si on dit qu'on va passer, le développement passe par les technologies de l'information, il n'en demeure que les dirigeants des entreprises et des entités pensent encore au XXIe siècle que les technologies de l'information sont une dépense. Donc à partir du moment où on la considère comme étant une dépense, l'investissement vient au ralenti.
Donc, comme j'ai dit, on ne doit pas se leurrer. Il a fallu être, comme l'avait dit le chef de l'État lors du lancement du IDRC, il a fallu être innovant. Le plan national du numérique a mis parmi ses piliers les infrastructures. Donc, il fallait regarder quelle infrastructure mettre au niveau de la RDC pour mailler rapidement le pays. Il fallait être innovant pour attirer les investisseurs. Attirer les investisseurs, pourquoi? Parce que demander aujourd'hui 5 milliards de dollars à l'État, même si on veut le faire, l'État va vous dire, bon, on va faire 500 millions de dollars par année, donc ça va nous prendre 10 ans. Est-ce qu'il faut attendre 10 ans pour commencer à avoir les infrastructures? La réponse est non. Donc, encore une fois, au niveau du cabinet du chef de l'État, en collaboration avec le gouvernement, nous avons réfléchi et au moment où nous parlons, donc ça a été le président l'a dévoilé, c'est qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle les incitatifs financiers pour attirer les investisseurs dans ce secteur. Parce que l'argent, c'est chez les privés. L'État est là pour faciliter. Parce que nous avons décidé d'être un État, dans le domaine du numérique, d'être un État open source. Ça veut dire que nous sommes là pour accompagner, faciliter et aider ceux qui veulent investir dans ce secteur. Open source, ça veut dire que nous sommes là pour exister et non pas pour disparaître. Quand vous faites un logiciel open source, je le fais, je développe, vous venez greffer vos changements, mais le code source primaire demeure et grossit avec vous. Il vous facilite en emmenant vos API. Et en ce moment-là, le logiciel grossit, mais le logiciel de départ continue à exister. Ça, c'est la logique de la RDC au niveau du numérique. Nous sommes là pour exister, grossir avec des investisseurs et non pas pour disparaître. Grossir avec eux comment? En facilitant la tâche, en ouvrant les portes, en accueillant et en facilitant. Parmi les premières innovations qui sont faites, qui vont être lancées tout prochainement, c'est permettre à l'État d'avoir un réseau propriétaire. C'est quoi un réseau propriétaire? La dématérialisation de l'État passe par les infrastructures. Mais l'État n'a pas son réseau propre. Parmi les premiers incitatifs qu'on met en place, c'est que tout investisseur qui veut venir investir dans le domaine de la fibre, nous avons constaté que la licence coûte cher. Mais les financiers vont vous dire qu'on ne peut pas éradiquer la licence. Mais comment faciliter celui qui veut venir investir pour qu'il investisse rapidement et que nous puissions avoir des infrastructures assez rapidement? Nous nous sommes dit, premier incitatif, celui qui veut investir vient investir dans un nouveau cahier de charges que l'ARPTC va bientôt rendre disponible. C'est un cahier de charges qui demande à tout investisseur de consentir à connecter tous les bureaux de l'État situés à 100 mètres de son backbone. Vous les connectez à 100 mètres et à chaque 50 km, on vous permet d'entrer 1 km à gauche et à droite de votre tracé et à chaque 100 km, vous entrez 5 km. Ça veut dire qu'en déployant votre backbone, vous avez non seulement des mini-métros que vous créez, sans pour autant avoir à payer une licence d'une mini-métro. Mais tous les bureaux de l'État que vous connectez, vous emmenez la connectivité jusqu'au bureau de l'État, permet à l'État de se positionner comme étant votre premier client. Quand les bureaux de l'État communiquent entre eux, ils ne payent pas. Mais quand ils veulent aller sur Internet ou recevoir un email avec les tiers, ils payent le ASP qui est enregistré chez vous au niveau de votre autoroute. Donc voilà parmi les incitatifs qui doivent être mis en place pour pouvoir attirer des investisseurs dans ce secteur. Deuxième élément, c'est que quand on déploie les infrastructures, bien entendu, il faut qu'il y ait des normes pour éviter le désordre. Il ne faut pas avoir honte de le dire, on ne veut pas avoir les câbles de fibre optique comme nous voyons les câbles électriques aujourd'hui, où on ne sait pas qu'est-ce qui passe. Est-ce que c'est un câble moyenne ou basse tension qui est en train de passer? On veut éviter cela et l'ARPTC est en train de s'atteler pour mettre en place un séminaire qui doit nous emmener à avoir les normes. Parce que quand nous mettons les normes, quand nous emmenons les infrastructures, il va falloir créer un écosystème. C'est en créant un écosystème que les startups qui vont venir évoluer dans l'industrie de la fibre peuvent se créer. Quand nous emmenons les normes vont obliger les gens à respecter une certaine manière de faire les choses.
Les normes vont obliger ceux qui déploient la fibre à devoir désigner la firme qui va faire le contrôle de qualité. Mais la firme qui fait le contrôle de qualité doit être une firme qualifiée et qui doit avoir des ingénieurs qualifiés pour venir contrôler est-ce que la fibre a été installée en fonction des normes. Aujourd'hui, ces firmes n'existent pas parce que les normes n'existent pas. En mettant les normes, ces firmes vont devoir exister et vont devoir embaucher de nouvelles personnes. Ça veut dire que nous créons un écosystème autour de la fibre. Ceux qui ont beaucoup d'argent vont investir sur le backbone, sur le métro, mais avant qu'ils commencent à déployer, il va falloir respecter ce qui se fait. Si vous circulez dans la ville de Kinshasa, vous allez constater qu'on arrive dans un coin de rue, on tourne simplement avec la fibre sans pour autant avoir pensé à un point de connexion futur. Comment voulez-vous que demain, je vais prendre un simple exemple, mademoiselle, comment vous appelez? Pardon? Pas... Non, votre nom de famille. Pardon? Mongwale. Comment voulez-vous que demain matin, que nous puissions avoir Mongwale, c'est ça? Mongwale Télécom, qui peut aller frapper à la porte d'une banque et dire « J'ai vu un projet, il y a une fibre qui est en train de passer sur l'avenue des Huileries. » Ceux qui sont à Abidjan, au Mali vont quelque peu nous excuser, ils ne connaissent pas l'avenue des Huileries. C'est une avenue qui longe pratiquement la ville de Kinshasa, qui prend sa source au niveau du boulevard du 30 juin et se termine à la commune de Bumbu, à la maison communale de Bumbu. Je pense que beaucoup d'entre vous ne le savez pas. Ça fait tout le long de la ville de Kinshasa. Donc, si une entreprise décide de venir déployer la métro sur l'avenue des Huileries, ainsi que sur l'avenue 24 novembre, qui commence aussi sur le boulevard, mais qui va jusqu'à l'IPED, n'est-ce pas? Mongwale Télécom peut décider d'interconnecter les deux fibres. Ça veut dire passer sur toutes les avenues. C'est la FTTH. N'est-ce pas? Mais ça demande un petit budget. Mais si les normes n'existent pas, celui qui est en train de déployer sur la grande avenue ne va pas penser à chaque intersection d'avenue de réserver un point de connexion. Parce que personne ne l'oblige à le faire. Mais les normes vont obliger à le faire. Regardez simplement comment la fibre est en train d'être déployée dans la ville. Je ne sais pas s'il y a une personne qui travaille dans une entreprise de télécom dans la salle. La fibre est en train d'être déployée sans pour autant penser aux autres. Mais les autres, ce sont ceux qui vont venir demain. Vous déployez la métro, avez-vous pensé à la FTTH, le Fiber to Home? Mais celui qui fait la FTTH, avez-vous pensé à la FTTB, le Fiber to Building? Mais en fait, c'est sous quelle norme que vous le faites? Quelle est la couleur de la fibre de liquide? Quelle est la couleur de la fibre du pipe de liquide, la fibre du pipe de Vodacom, de Orange? Est-ce qu'il y a quelque chose qui oblige à chacun d'avoir sa couleur? La réponse est non. Mais obliger les gens à avoir cette couleur-là crée de l'emploi indirect. Mais en créant cet emploi, l'emploi est créé sur base de... L'emploi est créé comment? Ça crée un écosystème autour de la fibre. Demain matin, la fibre qui est sur le boulevard se casse. Qui va venir réparer? Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des écoles, est-ce qu'on forme les techniciens sur le raccordement de la fibre? Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est une matière? Voilà tout ce sur quoi, au niveau du ministère de PTNTIC, l'ARPTC, ils sont en train de regarder. Le ministère du numérique vient pour le véhicule. C'est le véhicule. Mais le véhicule dans quelle infrastructure? Il faut que l'infrastructure puisse exister. Les infrastructures doivent exister. On doit déterminer si on tourne à gauche ou on tourne à droite. Est-ce que sur cette autoroute, c'est un camion qui doit passer ou un petit camion? Un petit véhicule. Ça, c'est le ministère de PTNTIC parce que j'ai vu, je brosse en même temps les questions que j'ai vues. Café numérique sans sucre, énième édition, Monsieur Freddy David Lucasso, conseiller principal du chef de l'État en matière du PTNTIC. Et là, il a brossé la vision du chef de l'État dans cette matière. Il a relevé les défis et les attentes et il nous a même présenté les différents acteurs
qui vont du secteur public jusqu'au privé, et nous sommes en train de nous rendre compte de l'immensité du travail à accomplir, et par rapport au budget, au financement, afin d'accompagner la vision du chef de l'État dans le secteur du PTNTIC. Donc il a demandé que les finances puissent mettre les mains dans la pâte. Et par rapport à la somme colossale que cela nécessite, il serait difficile que l'État s'implique seul. Il faut faire venir des investisseurs, des partenaires pour augmenter ce paquet qui permettra à la RDC, un pays continent, d'avoir des infrastructures dans le secteur du numérique. Juste pour ajouter, l'État met en place les incitatifs de facilitation. C'est très important. On ne demande pas juste aux gens de venir et investir, mais l'État, le chef de l'État va recommander à ses collaborateurs d'être innovants pour attirer des investisseurs. Donc, des incitatifs sont mis en place pour pouvoir attirer ces investisseurs. Et c'est ce qui, incessamment, va être publié par le ministre des Finances et le ministre des PTNTIC. Merci beaucoup, monsieur le conseiller principal, pour cette précision. Nous sommes là en compagnie de Idriss, qui est cofondateur aussi de L-Lab, qui est le modérateur. Vous avez remarqué déjà, le café numérique sans sucre avait déjà des questions là, disponibles, qui ont été envoyées à monsieur le conseiller principal. Et cette fois-ci, nous allons passer à des questions en présentiel. Et même les téléspectateurs et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux peuvent poser leurs questions qui vont être acheminées auprès de monsieur le conseiller principal. Ensemble, en harmonie avec notre ami qui est notre maître de cérémonie, on peut le dire. Voilà. Nous allons passer aux questions. Pas carrément ouvrir en fait cet écosystème de l'énergie pour aider les secteurs digitaux qui a essentiellement besoin de cette énergie pour pouvoir aller plus rapidement. Parce qu'on est très en retard, essentiellement à cause du manque d'électricité. Donc partout on essaie de pouvoir informatiser. Et puis aussi en termes de centre d'excellence, quelle est l'approche que vous allez utiliser pour pouvoir aider à pouvoir les créer plus rapidement dans le pays? Je reviens à la base de cette question. C'était la question de... Les entreprises aujourd'hui demandent à ce que les étudiants puissent avoir de l'expérience professionnelle, et pourtant ils en ont pas. Et les entreprises exigent ça. Alors quand l'État prend l'initiative de créer des pôles d'excellence, je suppose que c'est des formations après université, après formation études supérieures. Et pourtant dans notre pays, il y a déjà quelques années de cela, on a demandé à ce qu'on puisse accéder au système LMD déjà. Ça veut dire on devait passer déjà au niveau des masters. Et quand on passe avec les masters, ça veut dire déjà, ça vous prépare directement et ça vous donne c'est des maîtrises au fait que vous avez. Or, quand on finit nos universités, déjà on n'a pas de maîtrise. Vous voyez? Pourquoi il faut continuer avec ce système-là et mettre en place? Ça veut dire concrètement, l'État demande aux étudiants, terminez votre université, faites vos 5 ans, ensuite vous allez passer par ces centres d'excellence. Pourquoi ne pas commencer à leur rendre excellents déjà à l'université en matérialisant le système LMD qui n'est pas matérialisé jusqu'à ce jour? Or, le système LMD exige notamment aux universités de numériser les cours, ce que les profs ne veulent pas faire jusqu'à aujourd'hui, parce qu'affaire de syllabus, c'est tout ce qu'on connaît. Vous voyez? Donc, c'est comme si on est en train de mettre la charrue avant le bœuf. Pourquoi il faut commencer par le faire alors qu'on peut faire comme partout ailleurs? On le voit, moi je ne suis pas encore allé en Occident, mais je le vois sur Internet, aux informations. Déjà, les universités ailleurs essaient de rendre leurs étudiants, de perfectionner déjà à l'intérieur. Et donc, quand on va, ça sera des formations complémentaires pour renforcer de capacité. Mais ici, déjà, ça ne se fait pas. Pourquoi il faut mettre ces pôles? Et pourquoi ne pas commencer par matérialiser le système LMD qui exige même de numériser? Ça, c'est déjà la première question. Mais l'autre question, c'est, d'après la philosophie du chef de l'État, c'est effectivement disponibiliser Internet et autres. Mais qui dit disponibiliser Internet, démocratiser comme on le veut, ça veut dire aussi la sécurité. Aujourd'hui, on le voit tout le temps, il y a 2-3 personnes comme ça qui se mettent dans un coin, et puis paf, ils vont paralyser toute une chaîne de télévision. On a vu TV5, on a vu tout ça. Et dernièrement, en Amérique, on a paralysé carrément l'entreprise qui fournit le pétrole. Et donc, ils se sont tapés la part belle, et c'est jusqu'à ce qu'ils ont voulu. Donc, quand ça leur a plu, et puis voilà, ils ont décompté la situation. Ça veut dire que quand on accepte de faire ça ici, chez nous, il y aura aussi des problèmes de sécurité.
la cybersécurité. Apparemment, quand j'ai entendu ça, je n'ai pas entendu la mise en place d'une entreprise ou d'un service qui devra s'en occuper. Je ne sais pas s'il y en a, peut-être que vous avez omis, mais ça, je n'ai pas entendu. Est-ce que c'est prévu? Il y aura des véhicules dessus, mais ces services numériques doivent être consommés. Et c'est nous, la population, qui devons la consommer. Et c'est nous qui devrons, à notre tour, payer pour que l'État puisse recevoir ses bénéfices par rapport à ces services-là. Ma question est, quelles sont les stratégies qui sont mises en place par l'État pour que les numériques soient vraiment une culture? Parce que actuellement, vous pouvez faire une base de données, un système numérique pour telle ou telle autre entreprise, mais ils sentent toujours la nostalgie d'utiliser le papier, d'utiliser le système classique. Donc, quelle est la stratégie pour qu'ils comprennent vraiment que les numériques, c'est un produit qu'ils peuvent acheter? Bien entendu, il est là et il nous a déjà démontré à la première partie la maîtrise du sujet. Je tiens à vous le dire et à vous en féliciter. Et je crois que là, on va vous laisser répondre d'abord au premier lot de questions. Tout à fait. Ok. La première question a parlé de la libéralisation du secteur d'électricité pour permettre une alimentation efficace et rapide des privés et ainsi de suite. Je veux juste, pour votre information, le secteur d'électricité est libéralisé. Le secteur d'électricité, pour votre information, il est libéralisé. Donc vous pouvez, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, produire l'électricité et commercialiser l'électricité. Le monopole n'est plus au niveau de la SNEL. Donc, si j'ai parlé de la SNEL, j'ai bien précisé en tant qu'État actionnaire unique. Donc, c'est le portefeuille. Donc, je ne peux que m'adresser à une entreprise du portefeuille. Mais vous êtes libre aujourd'hui d'avoir votre propre site de production d'énergie électrique et de commercialiser l'énergie électrique. Il y a aujourd'hui une autorité de régulation de l'électricité qui a été créée. Vous pouvez obtenir votre licence, votre autorisation, produire l'électricité. Si vous voulez, vous allez à l'autre, vous allez produire l'électricité, ils en ont besoin. Vous allez produire, vous pouvez commercialiser. C'est disponible, c'est faisable. Il y a des entreprises qui le font déjà, des entreprises privées qui produisent l'électricité. Donc vous n'avez pas besoin réellement d'attendre que ce soit seulement la SNEL qui puisse le faire. Donc ce secteur-là est libéralisé au moment où nous parlons. Et vous avez parlé de centres d'excellence et de la stratégie. Ça me permet de passer aussi à la première question de mon cher ami ici à côté. En fait, le centre d'excellence ne prend pas les universitaires. Ne prend pas que les universitaires. Dans un centre d'excellence, on prend les étudiants qui se démarquent. J'en ai visité, il y a des centres d'excellence qui prennent les étudiants qui viennent directement du secondaire. Il faut avoir eu son diplôme d'État. Comme le nom le dit, c'est un centre de formation spécial. Ce n'est pas un cursus normal. Ce n'est pas un cursus où vous faites de la première jusqu'en troisième, où vous faites votre graduat et puis la licence, ou si on va dans d'autres cieux, où vous faites votre bac, ensuite vous faites votre maîtrise. Ce n'est pas le cas pour un centre d'excellence. Un centre d'excellence vous met dans un délai très court des personnes capables de pouvoir emmener de l'excellence dans le domaine des technologies de l'information. C'est pour ça que je vous ai parlé. Vous prendrez le temps de vous documenter et de voir comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que ça nous a emmené à pouvoir commencer à réfléchir à le faire? Il y a un centre d'excellence au Sénégal. Le président du centre d'excellence au Sénégal, c'est un Congolais. Mais c'est développé par les privés, mais avec une participation étatique. C'est une entité privée qui vient, qui développe. Le centre d'excellence le plus répandu au niveau de l'Afrique, c'est EMS. C'est un centre sud-africain, mais qui est répandu partout. Au Sénégal, le président du centre d'excellence, c'est un Congolais. Quand vous allez au Rwanda, ici à côté, le président du centre d'excellence, c'est un Congolais. Quand vous visitez, l'étudiant qui s'est le plus démarqué, c'est un Congolais
qui s'est démarqué dans l'intelligence artificielle. Il a été recruté en première graduat, il était en première graduat à l'ISP Bukavu. Il est allé, il est en train de finir. Aujourd'hui, je pense qu'il a fini. L'Université du Japon lui a offert une bourse pour qu'il aille maintenant faire son cursus normal. Donc, ce n'est pas après l'université que vous allez dans un centre d'excellence. Généralement, après l'université, vous êtes dans ce qu'on appelle une formation continue. Vous faites de la formation continue après l'université. Vous n'allez plus dans un centre d'excellence. Vous allez dans ce qu'on appelle les mini-formations, qui peut être des matières que vous faites. Vous allez, vous avez fini, vous avez votre diplôme, vous faites une petite formation en gestion et amélioration des processus d'affaires. C'est une formation de 2-3 mois, vous le faites et puis vous passez. Vous continuez. Après l'université, c'est de la formation continue. Mais maintenant, pourquoi est-ce que le nouveau système n'est pas mis en place? C'est une question, comme je l'ai dit, la vision est une vision du chef de l'État. Et nous avons l'organe, il y a vraiment ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Le chef de l'État a une vision. Le cabinet prend la vision du chef de l'État, la décline et instruit, donne au gouvernement. Le ministre prend la vision du chef de l'État, transforme en projet, aligné à la vision du chef de l'État et se met à exécuter. Il va d'abord le présenter au Parlement qui doit faire le suivi de l'action. Au niveau du cabinet, on regarde et on s'assure que les projets du gouvernement sont alignés à la vision du chef de l'État. Maintenant, oui, ça peut prendre un temps pour pouvoir le déployer. La gratuité scolaire, c'est depuis 2006, ça n'a été appliqué que maintenant. Donc, il faut donner le temps au temps pour que nous puissions nous adapter, parce que quand vous parlez du système LM2, on n'est pas... Est-ce que nous sommes déjà prêts à pouvoir commencer à étudier par session? Ça veut dire que je commence, j'étudie de septembre jusqu'à décembre, et je m'arrête là. J'ai fini tous les cours, je les ai finis. Salut, au revoir. Le mois de janvier, je commence d'autres cours. Parce que c'est ce que ça implique. Il y a toute une analyse à pouvoir le faire. Il ne faut pas qu'on mette les choses sans pour autant être suffisamment solide dans l'accompagnement. Ça prend un tout. L'implanter et être en mesure de pouvoir accompagner ce qui a été implanté. Vous avez parlé de l'Internet et de la sécurité. Je pense que quand j'étais en train de brasser ici, je parlais de l'autoroute et j'ai parlé des outils. Et quand j'ai donné l'exemple du policier qui vous interpelle, a-t-il le droit d'aller accéder à votre fiche médicale? C'est de la sécurité qu'il faut mettre en place. Il y a une entité qui est censée réglementer cela. Oui, on va digitaliser, on va dématérialiser, mais jusqu'à une fois dématérialisé, comment on gère l'information? Peut-être que je me suis limité à donner des exemples en parlant des véhicules, en pensant que nous sommes dans un café numérique, dont j'imagine que nous sommes à un certain niveau de compréhension. Quand je parle d'un véhicule, de déterminer est-ce que nous roulons à droite ou nous roulons à gauche. Le volant, on le met à gauche ou on le met à droite. Le dépassement, on le fait à droite ou on le fait à gauche. Ça veut dire que le policier qui m'arrête, quand je digitalise, je donne accès à quoi? Comment je protège l'information? Comment je protège l'information? Parce que ça, c'est un autre défi. On a digitalisé, tout devient digital, ça veut dire qu'on est ouvert. C'est tout un système. Aujourd'hui, nous avons peut-être juste 2 heures. On n'a pas le temps d'aller en profondeur et aller tout brasser. Mais sauf que ça prend, chacun, là où il est, chacun aura un niveau de responsabilité. Aujourd'hui, on parle, parce que je vais peut-être prendre 2 minutes et l'expliquer, on parle de dématérialisation de l'État. La question que vous allez vous poser en tant que start-up ou potentiel entrepreneur, comment je me retrouve? Existe-t-il un logiciel de déclaration d'impôt en RDC? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans une entreprise ici? Oui? Est-ce que vous êtes en mesure de me dire, vous êtes entrepreneur, n'est-ce pas?
vous prélevez les IPR. Est-ce qu'à la fin de l'année, vous expliquez à vos employés combien de IPR vous avez? Quel est le montant de IPR que vous avez pris? Vous ne le faites pas, n'est-ce pas? Ok. C'est vers ça que nous allons. Ça veut dire que demain, quand vous serez obligé de le dire, ma très chère demoiselle ici pourra développer un logiciel de déclaration d'impôt. Parce qu'il y a une obligation qui vient d'être créée. Mais sauf que c'est un cheminement. L'information, une fois stockée, doit être protégée. Quand j'ai parlé du policier qui ne doit pas avoir accès à votre fiche médicale, c'est de la sécurité. C'est de la sécurisation des données. C'est comme un ordinateur, quand vous l'achetez, il vaut 1000 $. Mais quand vous mettez les données, le jour où on vous le vole, vous dites que l'ordinateur qu'on m'a volé vaut 100 000. Tout le monde vous prend pour un fou. Ce n'est pas faux. Physiquement, il vaut 100 000 $. Il vaut 1000 $. Mais ce qu'il contient vaut 100 000. Donc, on vient de me voler 100 000 $. Mais comment je protège ce qu'il contient pour que je ne puisse pas perdre les 100 000? Voilà comment tous les acteurs doivent intervenir. Tout doit être pensé quand on digitalise. La cybersécurité, la cybercriminalité, quand vous prenez mon information médicale parce que vous êtes policier, parce que vous êtes médecin et que vous décidez de prendre ça et de le mettre sur les réseaux sociaux, quelles sont les sanctions qui suivent? Ministère du numérique. Ce n'est pas le ministère de Pétentique. Votre médecin a décidé de prendre votre fiche médicale, pouf, réseaux sociaux. Vous l'attaquez sur base de quoi? L'information est numérique. Le ministre du numérique a ça comme tâche à pouvoir faire. Ça, c'est son rôle. Donc, tout cet aspect est pris en compte. Ok? Deuxième élément, vous avez parlé des normes et vous avez voulu savoir qui va s'en occuper. Je pense que j'ai parlé de l'ARPTC. C'est son rôle. C'est le régulateur. Il doit s'assurer et il a l'obligation de s'assurer que les choses, parce que c'est lui qui donne le cahier de charge de déploiement. Il doit s'assurer que ça soit fait. Mais la recommandation qui a été faite à l'ARPTC, c'est d'inviter les opérateurs lors des sessions de travail et qu'au sortir de ces sessions de travail, nous puissions avoir les normes. Que ça ne soit pas des normes imposées. Les normes concertées et que tout le monde va devoir respecter. Parce que de l'implantation des normes va pouvoir vous permettre de devenir un Bujimaï câble demain. Parce que les normes vont obliger à pouvoir faire les choses d'une certaine manière au point où vous allez peut-être changer de vocation, quitter l'agroalimentaire et devenir un Bujimaï câble. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a permis à celui qui est en train de faire le backbone de vous donner un accès et à celui qui est en train de faire un certain coin de vous dire que vous devez laisser de l'accès. Vous décidez, je ne suis pas un Bujimaï câble, mais je suis limité câble. Vous déployez les câbles sur tous les avenues de limité parce que le câble qui est en train de passer sur le boulevard respecte les normes et à chaque rue, première rue, deuxième rue, il y a un manhole qui est placé. Vous pouvez venir juste vous connecter au câble qui est en train de passer. La mise en place des normes ouvre de l'opportunité à la création des nouveaux acteurs dans le secteur. La mise en place des normes, comme je l'avais dit, peut vous emmener demain à être une entreprise de contrôle de qualité. Vous déployez votre fibre, vous ne l'allumez pas tant qu'on n'a pas reçu un cahier venant de l'entreprise homologuée de contrôle. Et s'il y a un problème de déploiement par la suite, on va d'abord commencer par aller regarder. Votre nom c'est? Lukung. Moi je suis de la vieille école, je vais avec les noms de famille. Et je suis bien content. Lukung. Lukung. Donc, on dit que c'est Lukung qualité qui a fait l'expertise. Mais je constate qu'il y a 4 câbles qui ont été déployés par XYZ, mais qui ont reçu l'avis favorable
de l'aucune qualité, mais que tout le monde se plaît sur la qualité de service. Mais quand on va regarder, on constate que ce qui a été mis dans le cahier de charge n'est pas ce qui a été déployé. Ben, je commencerai par vous sanctionner, vous. Vous allez perdre votre homologation. Ensuite, je vais aller sanctionner celui qui a déployé le câble. Mais tout cela n'est possible que si nous mettons en place les normes. Donc, ça va créer de nouveaux acteurs dans le secteur. Donc, rassurez-vous, ce serait de manière concertée. Faire l'éducation sur la culture numérique. Vous utilisez M-Pesa? Vous utilisez la monnaie électronique, non? Est-ce qu'on vous a formé pour ça? Non, est-ce qu'on vous a formé? Non. Qui a été formé pour commencer à envoyer de l'argent par M-Pesa? Est-ce que quelqu'un a été formé pour ça? Bon, je pose une question seulement. Le SSD, celui-ci est occupé. Quelqu'un a été formé pour ça? Est-ce qu'il existe quelque part un endroit où on forme les gens sur comment envoyer l'argent? Est-ce qu'on vous a formé sur comment envoyer les SMS? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis cela à votre disposition. Et on vous a dit que c'était disponible. N'est-ce pas? Et qu'en le rendant disponible, ça a amené une certaine facilité. N'est-ce pas? La première fois qu'on vous allez utiliser, on va vous dire, regarde, ça fonctionne comme ça et comme ça. La deuxième fois, ça devient une façon et vous ne pourrez plus vous en passer, croyez-moi. Une fois que c'est mis en place, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous allez pouvoir l'utiliser. La culture revient, c'est comme la loi de l'Internet. Si vous mettez un site Internet et vous mettez juste un beau texte et vous le laissez comme ça, la première fois, les gens vont venir. La deuxième fois, ils vont revenir, ils vont trouver le même texte. La troisième fois, ils vont trouver le même texte. Il n'y a pas d'attraction, les gens ne viennent plus. La loi de l'Internet, il faut donner. Il faut créer le besoin pour que les gens viennent. Quand vous créez le besoin, les gens viennent et ça crée de l'achalandage, ça crée de l'engouement. De la même manière, les services, au fur et à mesure que les services vont être digitalisés, les gens vont sentir le besoin d'aller vers les services digitalisés. Aujourd'hui, vous ne vous demandez plus comment envoyer l'argent à Djalasiga ou à Mbandaka. La première question qu'on pose, avez-vous Orange Money? Non, mon téléphone là, il y a Airtel Money. Si vous m'envoyez sur Airtel Money, ça va arriver. Même si vous êtes sur Vodacom, vous allez courir aller chercher le shop où il y a Airtel Money, vous allez envoyer de l'argent. Et ça va arriver en Mbandaka. Ça veut dire que ça vous a rendu, vous êtes devenu un fainéant numérique. Mais dans le bon sens. Je pense qu'on va passer à d'autres questions. Non seulement de l'électricité, nous devons combiner les fibres optiques, l'électricité, pour qu'on obtienne une connexion de haut débit. Alors, c'est quoi la politique de l'État congolais pour arriver à atteindre ces objectifs-là? Et aujourd'hui, que profite de l'Internet aujourd'hui pour relever l'économie nationale au niveau de l'agriculture, par exemple, de l'élevage, parce que sous d'autres cieux, nous voyons que ça crée, ça booste un peu l'économie, et même de la sécurité, parce qu'on a un problème à l'est de la République, où on peut même lancer des drones pour sécuriser notre entité territoriale. Vous nous parlez des autoroutes. Ma préoccupation est celle-ci. Dans notre pays, nous avons fourni des autoroutes aussi. Mais très souvent, on remarque que les voitures qui circulent viennent de l'extérieur. Et je peux dire, 100% des véhicules viennent de l'extérieur. Et le président de la République nous avait promis que bientôt, il y aura des milliardaires congolais. Je me pose des questions. Est-ce qu'on va faire les autoroutes pour que les étrangers viennent vendre des voitures et devenir milliardaires? Il y a une réelle stratégie pour que les locaux, les nationaux, les citoyens puissent être capables de fournir des véhicules.
Je pense que je reprends l'exemple des mines aussi, qui est un secteur très important. Aujourd'hui, on a remarqué que nous fournissons en coltan presque 80%. Mais par contre, on se rend compte que c'est toujours brut. Et très finalement, on se rend compte que la valeur ajoutée vient de l'extérieur. Donc finalement, ma peur aujourd'hui, c'est quoi? C'est que dans le numérique, qu'on puisse faire en sorte que toutes les infrastructures qui demandent des millions, il n'y ait que des entreprises étrangères qui en bénéficient. Et pourtant, je pense que créer, comme vous dites, des pôles, doit être une priorité afin de permettre qu'il y ait des milliardaires congolais. Merci. Monsieur le conseiller principal, en tant que média, nous allons aller avec des questions basiques. J'ai aimé, vous avez posé la question à un des participants, est-ce qu'il utilisait un PESA, les mobile banking? Est-ce qu'il a été formé? Pour les mobile banking, il y a ce qu'on appelle l'initiation. Donc on vous initie, c'est la raison pour laquelle si vous n'êtes pas avancé, on peut vous arnaquer, vous soutirez de l'argent de votre téléphone. Question simple. La première question. Est-ce que le numérique veut dire Internet? Première question. Simple. Pour ceux qui nous suivent. Est-ce que numérique égale à Internet ou Internet égale à numérique? Deuxième question. La République démocratique du Congo, par rapport au taux de pénétration du numérique, Boujala, Mobaimbo, la maman qui est là, la plupart des dispositifs, des terminaux en termes de paiement, est-ce que ces infrastructures vont tenir compte du level de la population? Nous parlons surtout des femmes. Nos grandes-mères, nos tantes, nos mamans. Comment les initier? Parce qu'elles veulent par exemple épargner. Comment ça va se passer? Et la toute dernière question qui reprend la santé, l'éducation et prenant les achats. Les entrepreneurs du domaine du e-commerce ont fermé à cause de la Covid-19. Ils sont difficiles à exister parce qu'ils doivent établir un système de vente. Je reprends les deux premiers, santé et éducation. Vous allez dans certains centres de santé, centres hospitaliers, vous entrez du début jusqu'à l'injection de produits pharmaceutiques en termes de piqûres, vous n'avez touché aucun papier. Je peux le citer sur le boulevard pour ne pas faire de la publicité. Est-ce que à Boujala, votre infrastructure pourra penser à ces femmes-là, à ces personnes qui doivent bénéficier de la santé et de l'éducation? Vous avez des tablettes, vous devez desservir la formation des jeunes, des enfants. Est-ce que l'infrastructure permet cela? Ou sinon, je vais aussi entrer dans les questions de mon frère. Est-ce que ces infrastructures ne vont pas servir que les étrangers? Comme j'avais dit, l'appétit vient en mangeant, donc plus il y avait des questions se sont rajoutées. Ici, dans un premier temps, il y avait une inquiétude, une préoccupation sur le contenu local. Je pense que j'ai posé une question ici où je n'ai pas obtenu de réponse. Personne ici dans la salle n'était en mesure de répondre. L'État met... la question c'était pour savoir, existe-t-il un logiciel de gestion de déclaration d'impôt? J'ai cru comprendre qu'il y a des programmeurs. Personne ne va aller dans son coin pour commencer à développer un logiciel de déclaration d'impôt s'il n'existe pas un besoin. En procédant à la dématérialisation de l'État, l'État crée des besoins. Des besoins qui vont arriver et qui vont faire en sorte que le monopole, que chacun dans son coin peut penser à pouvoir développer quelque chose et le proposer. Je prends un exemple, on dit désormais vous allez avoir l'obligation de dire à la fin de l'année, de donner à vos employés un document qui leur dit combien vous avez prélevé.
pour le CNSS, pour l'éducation, si vous avez participé pour l'éducation, ça veut dire tout ce que vous avez pris de son salaire, vous devez le lui donner et lui il a l'obligation de déclarer. Je prends 2 minutes pour l'expliquer. 2 fois ça a l'air compliqué, mais qu'est-ce que ça rapporte? Ça amène une transparence dans la manière de fonctionner. Vous êtes l'employeur, vous avez l'obligation de donner à votre employé un document. Mais ce document-là, pour le produire, ça veut dire que vous devez stocker l'information d'une certaine manière pour être en mesure, à la fin de l'année, de produire un formulaire, un rapport. Mais pour produire ce rapport, ça veut dire que quelqu'un doit s'être mis dans un coin, penser comment l'information doit être stockée, de manière à produire le formulaire dont a besoin la DGI. Mais la dématérialisation doit emmener la DGI à dire, à la fin de l'année, vous devez donner à tous vos employés le formulaire qui s'appelle A465. Et vous, quand vous avez votre formulaire A465, vous devez aller et faire votre déclaration d'impôt. Mais vous devez faire la déclaration d'impôt. Voici des informations dont nous avons besoin. Mais une fois qu'on sait que les programmeurs savent quelles sont les informations dont la DGI a besoin et de quelle manière il peut recevoir l'information, c'est ça la digitalisation de l'administration. Quand vous le savez, donc vous pouvez aller développer votre logiciel. Et quand vous avez développé votre logiciel, vous arrivez avec du concret vis-à-vis de la DGI en disant « j'ai développé un logiciel qui peut se connecter à vous ». J'ai dit « on est open source ». Appelé à grossir, à accompagner, mais à ne pas disparaître. Je pense que les programmeurs comprennent le langage que je parle. Donc, si la DGI dit que désormais je vais emmener la transparence, ça veut dire que vous vous donnez à votre employé, votre employé fait la déclaration. En faisant sa déclaration, il va mettre le numéro de votre entreprise. Vous étant enregistré, quand il met le numéro de votre entreprise, ça veut dire qu'il fait sa déclaration et la DGI va se rendre compte que vous avez déclaré avoir pris 1000, mais votre employé, dans sa déclaration, c'est 1800. Il y a un gap entre les deux. Ça emmène la maximisation de recettes, ça emmène la transparence sur la manière de fonctionner. Mais en ce moment-là, monsieur et madame, tout le monde va être appelé contribuable parce que vous contribuez au développement du pays. Mais vous, celui qui a développé le logiciel, vous vous retrouvez parce que vous avez développé un logiciel qui est homologué DGI. Ça veut dire que la démarche, vous la faites différemment. Mais en faisant la digitalisation de l'État, c'est vers ça que nous allons. Ça veut dire que l'État devient un État digitalisé et les développeurs viennent frapper à la porte de l'État en proposant leurs solutions. Et vous allez proposer la solution, 2 fois, vous n'avez même pas besoin de venir proposer. Vous faites votre déclaration, vous savez quelles sont les lignes d'information qu'il faut envoyer. C'est un peu trop technique pour certains, mais quelles sont les lignes d'information que vous devez envoyer? Et quels sont les ports qui sont ouverts? Vous faites votre logiciel, vous faites vos tests. Est-ce que l'information est arrivée? Oui. Votre logiciel devient un logiciel homologué. Quand ça devient un logiciel homologué, vous allez parcourir tous ceux qui ont les magasins. À partir du moment où ils commencent, n'attendez pas que le président vienne mettre l'argent dans vos coffres. Vous devez être... L'entrepreneur, c'est celui qui entreprend. Le besoin existe. Je veux passer à Lemba prendre tous ceux qui ont les magasins. Désormais, la télédéclaration existe, n'est-ce pas? Mais prenez l'information qu'il y a sur la télédéclaration, transformez-la en un logiciel. Parce que tout le monde n'a pas l'accès à Internet. Mais vous pouvez que centraliser et faire ça offline. Et dites, remplissez, quand vous poussez le bouton, ça va aller. Mais vous proposez ça à la DGI. Mais quand vous le proposez, une fois qu'il a homologué, et que tous les magasins commencent à utiliser votre logiciel, vous venez de créer une plateforme locale de déclaration d'impôt. C'est un véhicule que vous venez de créer. Parce que quand on parle de véhicule, il ne faut pas attendre que ça vienne de l'étranger. Il faut aller savoir quels sont les besoins qui existent. Mais quand vous arrivez avec du concret. Mon logiciel, je l'ai testé, je suis à un niveau de maturité B ou C. Parce que vous l'avez testé plusieurs fois.
Il faut aller, si vous n'osez pas, vous ne saurez pas qu'est-ce qui est disponible. Allez plutôt essayer, vous ne demandez pas qu'ils achètent votre logiciel, mais vous y allez différemment. L'approche devient différente. J'ai développé, je peux vous emmener l'information dont vous avez besoin. Parce que tout le monde ne peut pas faire du télétravail. Moi, je prends mes infos, je donne ça à ceux qui ont des magasins pour qu'ils déclarent. On va vous parler différemment. N'est-ce pas? Mais vous devez prendre le temps, c'est la loi de l'Internet. Vous devez fournir pour que les gens viennent visiter votre site. De la même manière, le programmeur, vous devez vous asseoir. Oui, c'est de l'investissement. Ça prend un temps. Mais commencez par un logiciel gratuit, faites-le, faites du coding. Quand je suis stressé, je code. Ma femme s'en m'offusque, mais quand je suis stressé, je me mets à coder. Et je peux finir à 4 heures du matin. Donc, ça peut apaiser. Le contenu, c'est à nous de créer le contenu local. Du contenu, c'est à nous de créer. L'État a décidé de se digitaliser. Créons le contenu, créons le besoin. Si vous allez dans les magasins, posez-vous la question, quels sont les logiciels que les magasins utilisent? Si vous êtes programmeur, on programme une fois, on dépense une fois et on offre par la suite. Votre façon de présenter les choses très clairement, avec beaucoup de maîtrise dans la matière. La suite, c'est que le café numérique, la fin, c'est une partie réseautage. On va faire connaissance entre nous, s'échanger les cartes et peut-être, qui sait, évoluer ensemble un jour. C'est ça le café numérique. Aussi, le lieu qui nous accueille, c'est, comme je l'ai dit au départ, c'est une start-up d'une jeune entrepreneur congolaise, congolaise. Ok. Alors, pour l'encourager dans ce qu'elle fait des jus frais, naturels et bio. On va passer à la caisse, prendre un verre de jus pour lui remercier de nous avoir permis d'occuper cet espace avec notre illustre invité. Et voilà, café numérique, premier numéro, café numérique sans sucre, décontracté, tire sa révérence. On va dire, on se retrouve au prochain café numérique sans sucre et décontracté. On va applaudir pour la fin. Merci. La RDC a besoin des infrastructures pour se développer. Et là, nous avons notre invité spécial, monsieur le conseiller principal poste télécommunications et pétentique à la présidence de la République, monsieur Freddy David Loukasso, qui vient nous visiter ici au café numérique à Surprise Tropicale. Merci bien pour l'invitation. C'était assez fructueux. J'ai constaté qu'il y en a qui se sont plaints en disant qu'il n'y a pas de... Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y avait pas de programmeurs. Il y en a qui ont dit qu'ils ne cherchent pas assez.